Salut à tous. Bon, comme convenu, vidéo du mois de juin sur la sécurité. Alors, j'ai fait ça par, on a décidé de faire ça par rubrique en fait. Donc, sécurité au niveau de l'eau sur le bateau, sécurité au niveau incendie-feu sur le bateau, toujours sur le bateau. Bah oui. Niveau sécurité de l'électricité. C'est important ça. Et la sécurité en navigation, par rapport à la navigation. Voilà, donc là, tout de suite aujourd'hui, on va commencer par l'eau. Donc les risques qu'il y a sur un bateau, donc par rapport à l'eau. Et ben, comme tout le monde le sait, malheureusement, c'est le fait que le bateau puisse couler avec une voie d'eau. Donc pour ça, tout le monde est équipé d'une écope, hein. Mais bon, ça c'est bien pour les barques ou les annexes, parce que pour le bateau, s'il y a une voie d'eau par un passe-coque ou autre, l'écope ne servira pas à grand chose, à mon avis. Et puis pour mettre l'eau où, en plus, ouais, quand on est en salle des machines. Donc, important, les pinoches, un sac de jeu de pinoches, voilà. Ça c'est très important d'avoir ça, ça nous a déjà été utile d'ailleurs. Oui, quand on a installé le chauffe-eau. Ouais, ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, quand on l'avait installé, justement, ça s'est mis à pisser, hop, pinoche. Bon, on avait prévu la bonne pinoche, il y a toutes les tailles. Hein. J'ai acheté un sac de pinoche où il y a toutes les tailles. De la plus petite à la plus grosse. La plus petite, pour dire, de toute façon, vous verrez ça sur les sites de vente, hein. Voilà, toute petite, là que j'ai déjà utilisé aussi, celle-ci. Voilà, très important. Et d'ailleurs, à ce propos, des pinoches, justement, donc elles sont là, elles sont dans la salle des machines, parce qu'en général, ça vient d'en bas, hein, la flotte. Et savoir où ça se trouve, en tout cas. Toujours à disposition. Moi, je l'ai monté comme ça, c'est suspendu et monté sur la cuve à gasoil. Voilà. Et la plus grosse des pinoches, en fait, j'ai pris, et effectivement, c'est la plus grosse, je l'ai mise à poste, à côté des passe-coques. C'est-à-dire qu'on a deux passe-coques avec donc le lock sondeur et le calcul de la vitesse. Je ne sais plus comment ça s'appelle, speed lock. Et bien juste à côté, il y a la pinoche qui est en position, qui est là, quoi. Voilà. Ouais, au cas où. Donc si jamais il y avait un passe-coque qui pétait ou je ne sais quoi, on frotte un truc et tout et que j'ai déjà la pinoche qui est tout de suite là à disposition. Tac, je la mets dedans. Voilà. Pour les pinoches, donc très important. Et aussi ce qui est important, c'est la pompe de cale. Donc la pompe de cale, donc nous on vient de la changer justement, parce qu'on avait une pompe de cale, je vais vous montrer, comme tout le monde a, pour la plupart. Hein. Alors, pompe de cale, voilà. Voilà notre pompe de cale. On vient de la changer, donc c'est ça. Donc le système, voilà, c'est fixé et dès qu'il y a de l'eau, le flotteur il se relève, voilà, et ça déclenche l'aspiration de la pompe. C'est le contacteur en fait. Contacteur le contacteur. C'est pas la pompe de cale, c'est le contacteur de cale. La pompe de cale, elle est dans la cale avec son gros tuyau. Voilà, c'est ce qui sert à interrupteur. Et il se trouve qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais il se trouve qu'en fait, quand l'eau monte, et ben, le flotteur ne monte pas. Donc parce que c'est vieux, parce que ça fonctionne plus, quoi. Donc je me suis dit qu'il fallait en changer. D'ailleurs, quand on avait changé le ballon, l'ancien ballon d'eau chaude qui était énorme, on avait un gros ballon d'eau chaude, si vous voyez dans les toutes premières vidéos, on avait un énorme ballon d'eau chaude qu'on a viré. Et il y avait encore plein d'eau dedans. Pourtant j'avais vidangé, hein, mais il y en avait encore plein dedans et on était obligé le gars qui m'a aidé à le démonter, on était obligé de tout vider dans la salle des machines et donc d'actionner la pompe de cale. Et c'est là que je me suis aperçu d'ailleurs, j'aurais dû vérifier avant, donc toujours vérifier que ça fonctionne.
parce que là je me suis aperçu que ça fonctionnait pas, qu'il fallait que je la lève moi-même, que je l'enclenche, le contacteur je veux dire, pour que ça aspire l'eau, quoi. Donc voilà, on a un gros tuyau comme ça qui aspire bien quand même, qui débite pas mal. On a une belle pompe bien costaud qui, je sais plus combien de débit, hein, mais c'est pas mal. Mais Donc, très important, parce qu'on voilà. on a vu là tout récemment. Ah oui, donc bah, justement, encore, on vous avait montré il y a une vidéo ou deux qu'il y avait un bateau qui a coulé donc sur notre ponton. Et ben hier, ou avant-hier, c'est avant-hier, ouais, c'était avant-hier, et ben un autre bateau qui commençait à couler, quoi. Et en l'espace d'une demi-heure, il est descendu d'1 mètre. Voilà. Et heureusement, la proprio s'en est aperçue. Mais tout était encombré à l'intérieur, apparemment, parce qu'on n'est jamais allé chez cette personne, chez elle. Non, mais c'est surtout que la pompe de cale avait un débit trop faible. Donc alors la pompe de cale, ça sortait très peu l'eau, voilà. Voilà, très faible. Et voilà. Donc, ouais, c'est tout. Donc ils ont utilisé une pompe extérieure. Voilà. Et donc pompe de cale très important avec un tuyau et un débit important à vérifier. Donc on l'a remplacé par un autre contacteur. Voilà, j'ai acheté ça. Bon, la marque on s'en fout, hein. Voilà. En fait, voilà. Bon, on voit pas trop, c'est quoi? Ouais, bah en fait c'est un petit boîtier comme ça. Ouais. En fait, c'est un peu comme les profondimètres en plongée. En fait, il y a 2 contacteurs sur le boîtier. Et en fait, dès que les 2 contacteurs, dès que les 2 ronds sont touchés par l'eau, tac, ça se déclenche. Donc il n'y a pas d'histoire de monter, descendre, de quoi que ce soit. C'est dès que l'eau touche. D'ailleurs, je l'ai testé quand on vient de l'installer, il y a quoi, il y a 20 minutes. J'ai pris un bol avec mes 2 doigts, j'ai trempé mes 2 doigts, j'ai touché les 2 contacteurs, bah hop, la pompe s'est mise en route tout de suite. Donc nickel. Après avoir allumé évidemment la pompe de cale au tableau de bord, il y a d'abord interrupteur au tableau de bord, et ensuite voilà, la pompe de cale est prête à fonctionner dès que l'eau touche les 2 contacteurs. C'est comme les profondimètres voilà, sous-marins, de plongée. Donc j'ai acheté ça, c'est super pratique, c'est vite fait installé, et on est tranquille. On est tranquille. Alors nous, on la laisse pas brancher en permanence, parce qu'on habite ici, et que tous les jours, de toute façon, moi 1 fois par jour, voire aller 1 fois tous les 2 jours, je descends en salle des machines pour vérifier la pompe à graisse, enfin tous ces trucs-là. Donc je suis toujours en train de regarder les batteries, etc. Je me demande s'il ne va pas voir autre chose dans la salle des machines. J'irai vérifier. Ah. Ouais, il y a d'autres choses que je vais voir en salle des machines. Elle vous montrera la matelote. Voilà, donc super. Alors, attention à bien serrer, quand on navigue pas en tout cas, à bien régler le presse-étoupe. Parce que le presse-étoupe, donc qui sert c'est en fait ce qui entoure l'arbre d'hélice et qui va vers l'extérieur. Donc il y a toujours un petit peu d'eau qui rentre. Donc si jamais il y a trop d'eau qui rentre, normalement de toute façon même sans naviguer, normalement il n'y a pas d'eau qui doit rentrer. Voilà. Ou très peu, c'est du goutte à goutte et encore. Normalement il n'y a pas 0 eau qui doit rentrer par le presse-étoupe. Et justement ce qui est arrivé à notre voisine, et c'est par le presse-étoupe justement que l'eau apparemment, de ce qu'on a entendu dire sur le ponton, c'est par là que l'eau est rentrée. Mais alors rentrée à une vitesse incroyable, quoi. Parce qu'en une demi-heure, 1 mètre, le bateau il s'enfonçait, l'étrave était en train de se soulever, on voyait les algues et tout, impressionnant. Bon bref, tout s'est arrangé pour elle, tant mieux. Donc voilà, et donc nous on enclenche la pompe, en fait, le contacteur, quand on part 2 jours, 3 jours, 1 semaine, on enclenche. Et la dernière chose que je voulais dire concernant l'eau, c'est la pompe d'aspiration de l'eau propre. On a donc comme un tank à l'avant avec l'eau propre. Quand on fait le plein, machin, on a un réservoir. Un réservoir. Et on a évidemment, le tuyau arrive à une pompe qui aspire donc l'eau de la cuve, qui va dans un boiler, dans un réceptacle, et qui après envoie et qui distribue l'eau. Nous, systématiquement, même quand on part en course, on coupe au niveau du disjoncteur, on coupe cette pompe, ce qui fait qu'au moins on est tranquille. Si jamais il y avait un tuyau qui pétait ou quelque chose qui cède ou je sais pas, même un robinet, mal fermé ou trop ouvert, enfin bref, normalement il n'y a pas de raison, on ferme systématiquement. Enfin bon, moi je pense surtout à un tuyau qui pète, ce qui nous est arrivé d'ailleurs tout au début. Il y avait un tuyau qui avait pété, tu te souviens, au-dessus de la cuve là, et de la flotte partout. Alors que si on coupe donc au disjoncteur,
Alors quand on est là, on voit tout de suite, on s'apercevra que voilà, on l'entendra la pompe se mettre en route, donc il y a une voie d'eau quelque part, enfin la cuve est en train de se vider. Donc quand on part, nous on coupe le disjoncteur, ce qui fait que si jamais il y a quoi que ce soit, l'eau peut pas la cuve ne peut pas se vider dans le bateau, même si la cuve qui contient combien, je sais plus, 1000 litres d'eau, elle est déjà dans le bateau. Donc ça veut dire que même si la cuve se vidait complètement dans le bateau il coulera pas. Mais bon, bonjour les dégâts quoi. Oui, puis ça esquinterait la pompe, ça va fonctionner pour les 1000 litres. Voilà. Pour 1000 litres, non, ouais, ça ne va pas arrêter. Ah bah ça la crame à mon avis, hein. C'est possible. Okay. Voilà, concernant l'eau, je crois que j'ai rien oublié. Allez, on va passer à la prochaine demain. Bon, alors, on continue avec l'électricité. Sécurité électrique. Surtout, pensez à vérifier les batteries régulièrement. La corrosion des cosses, voir si elles sont toujours nickel, si les branchements sont toujours OK. Le niveau, évidemment, de toutes les batteries. Niveau des batteries moteur, démarrage moteur, niveau des batteries de servitude, qu'elles soient bien à niveau. Vérifiez qu'elles ne soient pas gonflées. Si vous apercevez que les batteries sont gonflées, c'est qu'il y a un souci, qu'elles peuvent péter, ou en tout cas risque de fuite d'acide, par exemple. Et donc, et toujours aussi donc, le niveau de charge des batteries, que vous soyez toujours opérationnel ou en cas de coupure, parce que c'est vrai que bien souvent, le plus souvent, on est à quai, branché sur le quai, on est tranquille, mais si jamais il y a une coupure de courant sur le quai, que les batteries prennent le relais, voilà, avec le convertisseur, pour qu'on puisse avoir du 220 ou du 12 volts, ou du 24 volts. Voilà, donc attention aux batteries. Ensuite, alors concernant les batteries, on a fait un petit achat. Lors d'une vidéo... Attends, je me lève. Lors d'une vidéo, on vous avait montré qu'on avait acheté une petite batterie, comment on appelle ça, les batteries une portable, batterie portative de chez Baudins, voilà. C'était en cas de voilà, pour être là-haut, l'ordinateur ou un appareil se décharge, on branchait là-dessus, voilà, elle est là la batterie Baudins. Voilà, on avait acheté ça. Voilà, qui marche très très bien. Hein. C'est bon, tu avais fait toute une démo là-dessus déjà. À voir dans l'autre vidéo. Voilà, non. Il y a 1 an, je crois. Voilà. Mais c'était pas suffisant. Pour moi, en tout cas, pour nous. Donc, on a acheté ceci. Voilà. C'est la batterie EcoFlow. Voilà. Donc, 80%, bon, on est bien. Batterie EcoFlow, super. Allez voir. Franchement, je ne suis pas de pub pour la marque, mais franchement, on est très très content. Derrière, il y a 4 prises de 120. On peut brancher une perceuse, on peut brancher. L'autonomie est incroyable. La cafetière. La cafetière, voilà. Là, tout devant, c'est les prises USB. Voilà, 12 volts, je crois, ou 24, je sais plus. 12 volts, ouais. Enfin, voilà. Donc, très très bien. Batterie EcoFlow. On est très content. Et donc, ça peut nous servir, pareil, en cas de coupure, de quoi que ce soit. On a toujours de l'énergie, du 220. On peut faire fonctionner des appareils, que ce soit en navigation, au mouillage ou même à quai s'il y a une coupure. Voilà. Et qui se recharge aussi. Également au panneau solaire. Donc c'est top. Panneau solaire, recharge quand même, c'est une journée pour la recharger. D'ailleurs c'est marqué sur le site, hein, si vous allez voir. Et par contre, recharge au quai, c'est 1 heure. En 1 heure, la batterie elle est complètement rechargée. C'est une batterie lithium. Hein. Donc super. Très content. On continue sur l'électricité. Donc ça c'était pas trop la sécurité, c'est surtout la sécurité d'avoir de l'énergie quoi en fait. Hein. Maintenant parlons des câbles, câblage électrique. Donc faites attention au câblage électrique. Encore une fois c'est parce que moi je l'ai vécu, hein, que j'ai fait un petit peu de ménage aussi dans mes câbles et tout ça. S'il y a des fils qui sont avec encore de l'énergie du 12 ou 24 ou même du 220, surtout pensez à les isoler avec un domino ou à mettre avec du scotch spécial, ne pas les laisser traîner comme ça parce que risque d'incendie, risque de surtension, etc., etc. Donc je vais quand même vous montrer l'armoire électrique. Donc je te suis. Voilà. Alors on l'a acheté, quand on a acheté le bateau, l'armoire était déjà dans cet état-là. Hein. Mais
On l'entretient, enfin on regarde toujours si tout va bien. Bon alors nous, l'armoire électrique se trouve dans les toilettes. Alors, nous voilà dans les toilettes. Voilà. Voilà, nous voilà dans les toilettes. Donc l'armoire électrique est là. Hop. Et hop. Oh, la belle armoire électrique. Voilà, avec tous les câblages. Voilà. Donc ici tous les disjoncteurs. Ici ce sont tous les disjoncteurs 24 volts. Ici tous les disjoncteurs 220 volts. Avec le gros coupe-circuit ici là. Enfin le gros disjoncteur. Ici on a répertorié tout ce à quoi ça correspondait. Enfin en tout cas ce qu'on a su, parce qu'il y en a qu'on n'a pas su. On a passé une journée à monter, descendre pour savoir ce que ça alimentait en 12-24 ou en 220. Voilà, donc maintenant on a repéré, en tout cas tout le 220 on l'a repéré. Il y a encore quelques disjoncteurs de 24 volts qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais on n'a aucun souci, tout fonctionne dans le bateau, donc voilà. Donc on a tout répertorié, voilà, ça c'est propre, c'est nickel. Et après, on parlera d'incendie. Donc, dans l'autre rubrique, on reparlera d'électricité, incendie, etc. Astuce. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, pour l'instant, on parle toujours donc d'énergie. Un minuteur. Donc, c'est un minuteur. Minuteur. Pourquoi faire un minuteur? Qu'est-ce qu'elle fout dans l'armoire électrique? Alors, ça peut servir pour les œufs, mais pas ici. Pour le temps qu'on passe dans les toilettes? Non. En fait, c'est pour le chauffe-eau. C'est pour le chauffe-eau. Dès que je mets le chauffe-eau en route, on a calculé avec ma matelote que le chauffe-eau qui fait 10 litres, il met 15 minutes à chauffer les 10 litres. Donc, minuteur, hop, on met sur 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, quand ça sonne, alors je le mets en route. Et au bout de 15 minutes, quand ça sonne, hop, je baisse le chauffe-eau. Et du coup, on consomme plus. On consomme plus d'électricité. Parce que si on l'oublie, en fait, dès qu'on va tirer un petit peu d'eau chaude, ou même sans tirer, si la température redescend, il va se remettre en route tout seul. Il repompe de l'énergie, ça rechauffe, etc. Donc, on a trouvé ça super bien, quoi, de faire comme ça, ce système-là. Voilà. Dès qu'on le met en route, hop, minuteur. Donc, on l'utilise 2 fois par jour, soit pour la vaisselle si elle est vraiment grasse, en tout cas le matin sûr, pour la vaisselle du matin et nos toilettes. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour dire, c'est merci à Tabasco Pierrot. C'est Tabasco Pierrot qui s'en servait pour faire ses quarts. En fait, quand il dormait, crac, il mettait son minuteur et ça le réveillait. Et voilà. Et j'ai dit, tiens, c'est pas con ça. Voilà concernant l'électricité. Voilà. Mais on reparlera après d'électricité, rapport à l'incendie. Voilà, sécurité incendie. C'est tout bon. Alors, on a parlé donc on est en train de parler donc de sécurité bateau. On a parlé de la sécurité donc à propos de l'eau, de l'électricité, et maintenant on va parler de risque d'incendie. Très important ça. Attention sur un bateau. Alors, déjà sur le bateau, nous on n'utilise pas de bougies. Donc c'est quand même un gros risque d'incendie, les bougies. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, sur mon premier bateau, j'avais un petit bateau du mètre, et sur mon premier bateau, j'avais mis une bougie. J'avais fait une soirée avec un pote, et j'avais oublié de l'éteindre. Et heureusement que le vaigrage était conçu contre l'incendie. En fait, c'est une matière qui est non inflammable, comme on dit. Mais ça a quand même noirci, quoi. Donc, et la bougie, en se consumant, évidemment, petit à petit, elle est descendue. Donc du coup, ça n'a pas pu prendre feu. Enfin voilà. Donc bref, je me suis dit, plus jamais, pas de bougie à bord du bateau, pas de flamme, voilà. Pas de gaz. Enfin, nous, on n'a pas de gaz. Maintenant, je pense que si vous avez du gaz, faire bien attention à qu'il n'y ait pas de fuite, à vérifier régulièrement quand même les ouvertures, fermetures, les colliers fermés quand les gens s'en vont, enfin voilà. Et on fait pas de barbecue non plus. Je sais qu'il y en a qui vendent, je sais qu'il y a des chips handlers qui vendent des barbecues de balcon, avec soit au gaz, avec la cartouche de gaz en dessous, ou mettre du charbon dedans. Nous, on a proscrit, voilà, c'est pas la peine. Donc on est plancha. Plancha électrique. Plancha électrique, comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur d'autres vidéos. On fait la plancha ici à l'arrière. Et d'ailleurs, on l'a fait
À l'extérieur, de préférence sur la terrasse. Voilà, oui. Bon, on l'a déjà fait à l'intérieur, la plancha. Oui, pour une pizza, voilà. Ça nous sert aussi un peu de four, on met une petite pizza, et voilà. Voilà. Enfin, on évite, voilà. On essaie de faire attention à tous ces trucs-là. Pour l'incendie, eh ben, c'est pareil. Dans la salle des machines, comme à la maison, on a installé un détecteur de fumée. Donc au plafond, on va vous montrer. Dans la salle des machines, au-dessus du poste de batterie de servitude, j'ai installé un détecteur de fumée. J'aurais pu le mettre ailleurs, hein, mais bon. Voilà, donc et à vérifier, à contrôler régulièrement, une fois par mois, j'appuie sur le petit bouton pour entendre le bip. Comme quoi, il y a toujours de l'énergie de la batterie, de la pile, que ça fonctionne toujours. Voilà. Et ben, en cuisine aussi, oui. Ouais, en cuisine, tu as mis une couverture... incendie sous l'escalier au cas où. Voilà, sous les 3 petites marches de la cuisine, donc une petite couverture qui permet d'étouffer une poêle qui prendrait feu, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bon, on va aller voir en salle des machines. On va aller voir. Je te suis. Voilà, j'ai enfin compris pourquoi le capitaine vient si souvent en salle des machines. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il s'est installé des petites copines. C'est des petites pin-up. Même là, il y en a une. Oh là, même là, il y en a une. C'est pas vrai, il y en a 3. Oh, exagère, capitaine. Bon, alors. Bon, alors, donc. C'est de la lampe. Voilà, détecteur de fumée. Ah oui, d'accord. Donc, j'appuie. Voilà, ça fonctionne. Ouais, on sait que les piles sont bonnes et voilà, tout va bien. Voilà, parce que ici c'est vraiment un risque, un poste où il peut y avoir incendie, hein, on ne sait jamais. Voilà. Ok, d'accord. Et maintenant, je vais vous montrer des choses. Donc, on continue pour les éléments anti-incendie. Je vous ai montré le tableau électrique, que l'installation, il fallait qu'elle soit propre, etc. Et on a installé quelque chose de nouveau. Et je vais vous expliquer après ce que c'est. Voilà. On a installé ça. Une barrette ici. Je sais pas si on voit bien. Si, on voit bien. Voilà. Une barrette là et une barrette ici. Voilà. Voilà. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, alors, on vient de vous montrer qu'on avait installé en salle des machines. On avait installé 2 barrettes rouges dans l'armoire électrique. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça. Voilà, ça c'est la boîte qui contenait donc la barrette. C'est de la marque Moss. Ouais, Moss. Voilà. Je crois que c'est suédois ou norvégien, je sais plus, un truc comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est des barrettes qui se déclenchent dès que l'incendie se déclenche. La barrette se déclenche automatiquement toute seule. La flamme touche la barrette et ça déclenche donc, je sais pas comment c'est conçu, hein, mais c'est du potassium en fait, qui va diffuser donc une fumée dans l'armoire et qui va éteindre automatiquement l'incendie. Ça se fait tout seul. C'est génial. Franchement, enfin, on n'a pas testé, j'ai pas envie de tester, mais je vous ai mis un petit tuto, juste un petit truc, une petite vidéo que j'ai chopée sur YouTube pour vous montrer un peu l'efficacité de ça.
Ça se déclenche à 170 degrés. Voilà. C'est vraiment fait justement pour les petites surfaces, quoi, pour un placard fermé, justement la moire électrique. C'est pas fait pour mettre dans une pièce, voilà. Voilà. Donc ça c'est génial, génial. Et alors justement, comment j'en suis arrivé, comment on en est arrivé à trouver ce truc-là? C'est parce qu'en fait au port, ils ont fait, comment on appelle ça? C'était une journée contrôle, révision des extincteurs. Voilà, révision des extincteurs. Donc on est allé avec notre extincteur. On avait un extincteur à poudre qui était périmé, hein, mais en fin de compte qui fonctionnait puisque je l'ai percuté, je l'ai déclenché. Et donc ça fonctionnait encore au bout de 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'il était dans le bateau. Et donc, alors, j'ai réfléchi à l'extincteur. J'ai parlé avec le gars, il m'a dit, alors il y a extincteur à eau, extincteur à poudre, bon ça je pense que tout le monde connaît maintenant déjà, CO2, etc. Le problème de la poudre, alors l'eau, on peut pas mettre ça sur les batteries ou sur des câbles électriques, c'est pas possible, sinon ça fait contact évidemment, bon voilà, pas besoin d'expliquer. Donc ça c'est chiant pour l'extincteur à eau. L'extincteur CO2, je sais plus, il y avait d'autres soucis aussi avec ça, enfin c'était pas l'idéal non plus, je sais plus, bon à voir, chercher à voir. Et l'extincteur à poudre. Alors l'extincteur à poudre, le problème c'est que c'est hyper corrosif, donc imaginons qu'il y a un incendie dans la salle des machines, d'hydrocarbures ou autre, ou électrique tout simplement. Extincteur à poudre, ça fout de la poudre partout, ça bousille tout, et en plus la poudre c'est hyper corrosif, vachement, après pour nettoyer c'est l'enfer, et c'est très très corrosif, donc pour l'acier et tout ce qui est en métal, voilà. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché, je dis mais qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme extincteur? On est même allé dans une caserne de pompiers pour prendre des renseignements. Voilà, exactement. On est allé toquer à la caserne des pompiers en disant qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme... Mais c'est pas eux qui nous ont trouvé l'extincteur qu'on a acheté. Non. Et ben donc, même principe que la petite barrette rouge, j'ai trouvé l'extincteur idéal. C'est ça. Voilà, toujours la même marque. Moss. Je vous montre. Super pratique. Alors, il y a le petit support qui va avec, hein, et très facile d'utilisation. Voilà, je vais enlever le support. Donc là, il y a une petite languette qu'on soulève, on tire, et il n'y a plus qu'à appuyer dessus, et on diffuse. Voilà. Donc au potassium, l'avantage du potassium, et ça vous verrez tout ça sur YouTube, Internet, vous allez le trouver, vous allez voir, c'est trop bien quoi. Et l'avantage du potassium, c'est que ça fait aucune trace, rien du tout, rien à nettoyer, rien du tout, c'est juste de la fumée. C'est juste une fumée qui se diffuse et après qui éteint le feu et qui après s'en va. Il n'y a plus rien. Votre intérieur est nickel. D'ailleurs, si on avait su, même dans une maison, une voiture, vous avez ça, vous êtes tranquille avec ça. Vous pouvez éteindre même quelqu'un qui, voilà, du feu sur soi, hop, il n'y a aucun risque, aucun danger. C'est vraiment pour éteindre les feux d'huile, d'hydrocarbures, des feux sur les batteries, sur tout ce qui est électrique. C'est le top. Voilà, ça c'est ma grande trouvaille, ça. Ça c'est génial. Moi je connaissais pas. Et alors j'ai pas testé évidemment, mais c'est pareil, je vous ai mis une petite vidéo que j'ai chopée sur YouTube. C'est superbe, franchement, et même la police, tout ça, ils sont équipés de ce truc-là. Bon, bref, c'est le top. Et qu'est-ce que j'avais d'autre concernant... C'est tout pour l'incendie. Voilà, donc pour l'incendie, j'ai rien de plus. Alors quand même, je voudrais dire que, encore une fois, on n'est pas des pros, on ne détient pas la vérité surtout. J'ai certainement dû oublier des choses concernant l'eau. Par exemple, mettre des doubles colliers à chaque tuyau, double collier partout, c'est ce qu'il faut faire systématiquement.
Donc j'ai certainement oublié des choses, on a oublié de dire des choses certainement par rapport à l'eau, au risque d'incendie, au risque électrique, etc. J'ai certainement, voilà. Mais je vous ai déjà donné, moi, ce que je sais de ce que je sais, voilà. Je vous ai dit un petit peu ce que je connaissais. Voilà, pour le moment. Et après, on va faire donc sécurité en navigation. Sécurité du bateau en navigation. Très important. Alors, pour finir sur la sécurité du bateau, on va parler, pour finir, de la sécurité en navigation. Alors, j'ai fait mon petit anti-sèche comme d'habitude, hein, parce qu'il y en a un petit peu à dire. Donc, pour la navigation, ce qui est important, c'est d'avoir le matériel adéquat à la navigation, en fonctionnement. C'est-à-dire, je détaille pas tout, mais c'est les feux de navigation, les instruments de bord qui fonctionnent et tout le reste. Voilà, que tout soit fonctionnel. Toujours étudier la météo, c'est très important en navigation, la météo, donc avant de partir évidemment. Pourquoi? Pour le vent, pour le débit, selon le fleuve où vous êtes, le courant, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, tu me dis, hein, et même regarder les avis à la batellerie, parce qu'il peut y avoir des écluses de fermées en travaux. Voilà. Donc vous décidez de partir, puis vous vous retrouvez bloqué. Voilà, en tout cas, étudier sa navigation, quoi. Et donc la météo. Donc nous, la météo, on la consulte sur Windy, le site Windy, et ils ont plusieurs fichiers GRIB. Donc on consulte donc Arome, on consulte également ECMWF là, et Météo Bleu. Voilà. Également Météo Blue. Météo Blue. Également, ma méthode consulte régulièrement la météo marine, qui nous donne aussi, même sur les fleuves, la météo. Voilà. Et donc, on prend toujours la météo la pire. On se base toujours sur la pire pour ne pas avoir de, comment dire, pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise, voilà. Parce que si vous vous dites sur un fichier, on vous dit, demain c'est 5 nœuds, rafale 10, c'est nickel. Et puis qu'en fin de compte, c'est rafale 20 avec 10 nœuds, c'est déjà autre chose, quoi. C'est plus pareil. Hein. Donc voilà, nous en tout cas, quand on sort, on essaye de naviguer à pas plus de, on va dire, rafale 15 nœuds. Donc voilà, entre 0 et 15, bon 0 c'est jamais, mais voilà, 15 nœuds maximum. Après ça devient un peu compliqué avec le poids du bateau. Dès qu'il y a un coup de vent, ça pousse. Quand on est en navigation, c'est pas trop grave, mais sortir de la place et revenir à la place, c'est encore autre chose. C'est toujours les manœuvres qui sont... Voilà, toujours les manœuvres. Alors, la VHF. Avoir une VHF, un moyen de communication, radio. VHF avec donc évidemment le canal, bien connaître, qu'il soit bien mis sur le canal de là où vous naviguez. Éventuellement, connaître le numéro d'écluse avalant ou montant, en amont ou en aval. En matière aussi de sécurité, à ce niveau-là, dans la navigation, très important. Alors, lampe torche, fonctionnelle, chargée et fonctionnelle. Et alors, très important également, le couteau. Couteau, mais couteau qui coupe, hein, pour couper les amarres. En cas de problème, dans les écluses, c'est déjà arrivé, hein, des gens qui restent suspendus. Même dans le port, hein, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, dans le port. Il y a eu une baisse d'eau, je ne sais plus ce qui s'est passé. Enfin bref, le bateau il s'est retrouvé suspendu, quoi. Donc très important. Ensuite, avoir un petit livre récapitulatif, ou en tout cas avoir une checklist. Donc c'est ce qu'on a là. J'ai acheté ça quand j'avais fait le Vendée Globe avec Virtual Regatta. Voilà, petite checklist. Ouais, c'est un petit bouquin. Ils en font maintenant même, j'ai vu qu'ils en font même pour le fluvial, spécialement pour le fluvial. Et là, c'est plusieurs rubriques. Voilà, alors il y a les 10 commandements, hein, tu resteras humble, tu t'appuieras sur un second, etc. etc. Donc là, on a les recommandations, les mémos. Donc les mémos avec... on va pas montrer tout. Non, avec tous les feux, tout ça, voilà, les feux de nuit, les signaux sonores importants. Enfin, en tout cas, il y a tout là-dessus. Il y a même le secourisme. Il y a les premiers gestes de survie, etc. Et quoi faire en cas de détresse et tout. Super bien. Franchement, c'est super bien fait, super conçu. C'est super bien conçu, super. Voilà. Ensuite, l'encre. L'encre, c'est important. On a tendance souvent à l'oublier, l'encre. Parce qu'on se dit, oui, moi je jette pas l'encre, je fais pas de mouillage, etc. Bah ouais, mais l'encre c'est vachement important. Il faut que le guindeau soit fonctionnel, en tout cas qu'on puisse l'acheter assez rapidement et facilement, que la chaîne elle soit bien reliée au bateau également, évidemment.
Parce qu'en cas de panne moteur, qu'est-ce que vous faites? Le bateau, il dérive. Il dérive où? Il est sur le fleuve, il peut expédier un pilier de pont, aller s'échouer sur une berge, etc. Là, vous jetez l'ancre, le bateau va se stopper, et là, vous pouvez éventuellement réparer le moteur ou voir ce qui se passe, pourquoi le moteur s'est arrêté ou autre avarie, quoi. Voilà, c'est un bon élément de sécurité. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois avec mon ancien bateau. Je suis tombé en panne sur la Seine devant une écluse, à Méricourt, je sais plus, une grosse écluse. Et le moteur tombe en panne, et j'ai jeté l'ancre. Et heureusement, parce que sinon j'allais m'écraser contre la berge. Et il y a des bateaux en plus qui arrivaient, des grosses péniches. Et j'ai pu réparer mon moteur et repartir. Voilà. Ça n'a pas été une masse à faire, mais l'encre, très important l'encre. Ensuite, et moi, alors j'ai acheté une petite bouteille de plongée. Les mini dive, ces petites bouteilles de plongée qu'on met comme ça, qui sont déjà prêts, remplis, etc. Qu'on peut re-remplir, hein, après les cartouches, etc. Moi, la mienne, je peux carrément la re-remplir avec d'autres bouteilles ou avec une pompe. Donc, très important aussi, enfin, pour moi, pas très important, mais à mes yeux, parce qu'en cas de, pareil, panne moteur, des fois, on ne voit pas trop ce que c'est, et c'est simplement l'hélice, en fait, qui est prise par un sac plastique, un filin, une corde, n'importe quoi. Avec la mini dive, à moins que vous soyez fortiche en apnée, avec la mini dive, hop, vous plongez à 1,50 m là-dessous, vous enlevez le sac plastique ou la corde et vous repartez. Voilà, très, très important, moi je trouve. Voilà. J'espère ne jamais l'utiliser de cette façon-là, mais plutôt pour aller voir si je suis bien ancré dans le fond ou m'amuser, aller voir les poissons. Ensuite, les numéros d'urgence. Donc les numéros d'urgence, évidemment, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la VHF, mais également, il faut quand même avoir, nous on a un numéro de la capitainerie, on a le numéro de la capitainerie puisqu'on est un port basé toute l'année au port. Pour ceux qui sont éventuellement en navigation tout au long de l'année, qui vont de port en port, quand même avoir un numéro, ne serait-ce que, un numéro d'un ami, d'une connaissance dans un port ou autre, qui soit pas très loin de vous pour pouvoir intervenir, éventuellement vous dépanner ou vous aider. Nous, on a un numéro là-haut que quelqu'un nous a passé d'une école en fait de permis. Voilà, où ma matelote a passé son permis. Il nous a filé sa carte avec son numéro. Il a dit si vous arrive quelque chose sur le Rhône ou plus bas, voilà, parce qu'il fait souvent plus des convoyages vers le port Saint-Louis-du-Rhône, vous m'appelez et je verrai ce que je peux faire pour venir vous dépanner. Bon, après, il y a l'assurance aussi qu'on peut appeler, etc. Voilà. Connaître également les numéros d'urgence. Il faut quand même les connaître. On ne sait jamais. Donc, moi, j'ai fait un petit truc pour que ma matelote... tiens, tu vas leur montrer. Oui, parce que moi, des fois, je perds la mémoire. Ouais. J'oublie. Alors. J'oublie. Alors, voilà. Le capitaine, il a collé les numéros d'urgence ici. Voilà. Donc, le 17, le 17, police secours, 18 sapeurs-pompiers, 15 SAMU, 112, donc l'appel d'urgence européen, et le 114 qu'on connaissait pas. Le 114, c'est le 112 pour les malentendants. Voilà. Donc, en cas de panique, j'ai juste à décrocher. Voilà. Je décroche et j'ai le numéro sous les yeux. Parce qu'en cas de panique, en fait... Attends, je remonte en regardant où je mets mes pieds. Ouais, vas-y. Pour pas justement que tu aies à appeler un numéro d'urgence. Non, parce qu'en cas de problème, en cas de panique, enfin qu'il se passe quoi que ce soit, c'est vrai que on a tendance un petit peu à se mélanger, on est pris de peur, enfin voilà, dans la panique, on peut oublier, donc c'est bien d'avoir ça en récapitulatif, c'est pas mal. Et puis donc connaître les numéros, et puis alors s'il m'arrive quelque chose, ou s'il lui arrive quelque chose à ma matin, s'il arrive quelque chose dans le bateau à quelqu'un, avoir une trousse de secours, de premier secours, et connaître les premiers gestes de secours, c'est-à-dire la PLS, etc. Je ne vais pas vous faire un cours. Également, moi j'ai dans ma trousse de secours, ça je vais le dire parce que j'ai plein de choses, mais j'ai un chute. En fait, c'est le chute, c'est un coussin hémostatique d'urgence. Voilà, c'est pour arrêter les gros saignements. C'est un coussin qu'on met comme ça, qu'on applique sur la plaie. Gros saignement, hein, avec une bande élastique qui s'accroche, voilà, et ça stoppe immédiatement le saignement. Bon, après, il y a tous les gestes que normalement on doit connaître un minimum, quoi. Donc, trousse de premier secours. Et puis, donc, on fait de temps en temps un rappel tous les deux. Je demande à ma matelote, comme ça, je la surprends, je lui dis, tiens, il vient d'arriver ça, qu'est-ce que tu fais?
Et là, des fois, c'est pour ça que j'oublie le numéro, je sais plus quoi faire, je sais plus ce qu'il faut. Alors je dis, attends, je reviens, je vais voir le numéro. Voilà. Mais de temps en temps, un petit rappel comme ça, ou alors je simule une perte de connaissance ou une blessure. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tiens, je viens de m'ouvrir la jambe, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, alors, on en rigole, on prend ça à la cool, évidemment, hein, mais c'est bien, même en rigolant, c'est bien de se le redire. Ça peut rentrer. Voilà. Alors, ah oui, autre chose, très important. Très important. Les bracelets anti-moustiques. C'est pour ma matelote, ça, parce qu'elle est sujette aux attaques de moustiques. Donc, j'ai acheté des bracelets anti-moustiques. Bon, là, cette année, ça va encore. Hein. Ouais, ça va, on était tranquille. Bon, je sais pas si c'est en même temps très efficace. On est qu'au début. On a la lampe anti-moustique aussi. Ça, c'est en cas de mouillage ou voilà, ou le soir, c'est vrai, quand on est dans des ports, le soir, les attaques de moustiques, ça arrive. Voilà. C'était la petite touche humour. Oui, bien sûr. Ah oui, et puis alors la dernière chose, et on va finir par ça, être toujours prêt à quitter le bateau. Toujours, même si on n'en a pas envie. C'est-à-dire, en cas d'avarie, voilà, en cas de problème, en cas on doit sauter du bateau, on doit quitter le bateau, voilà. Ouais, ou même évacuer, par exemple, on nous fait évacuer le port parce qu'il y a un gros problème sur le port. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça s'appelle ça aussi. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au même endroit ce qu'on juge important. Voilà. Que ce soit des papiers, des papiers d'identité, passeport, papiers même du bateau, tout ça. Enfin, tout ce qu'on a jugé important, voilà. Tout est au même endroit. Voilà. Et avec les choses de valeur, enfin qui a de la valeur à nos yeux, hein, c'est pas forcément des valeurs, mais voilà, des choses auxquelles on tient. Voilà. On sait quoi prendre. On a déjà fait le récap, on sait quoi prendre. On prend un sac à dos, on a le sac à dos qui est prêt, on met tout dedans et on se casse, on s'en va et voilà. Et au moins, on est tranquille, on sait qu'on peut partir serein avec nos papiers, etc. Et qu'on n'a rien oublié. Après, les vêtements, la vaisselle, comme tu disais tout à l'heure, hein, les vêtements, la vaisselle, hein, ça passe après. Et puis, quoi d'autre? Et ben voilà, bah, c'est tout. Hein, donc, si, moi, ce que je peux dire, c'est que malgré toutes les précautions qu'on prend, on n'est jamais à l'abri. On espère limiter les risques, en tout cas, d'eau, d'incendie, de quelques dégâts que ce soit. Mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit de toute façon. Voilà. Ah, et puis une dernière chose, quand même une dernière chose, on a fait installer un système d'alarme. Voilà. On ne peut pas vous en dire plus, mais on a un système d'alarme parce que de bouche à oreille, on entend que c'est vrai un peu partout, même en navigation ou sur des berges ou même dans des ports. Il est possible qu'il y ait des intrusions, des visites sur les bateaux, etc. Donc on a un système d'alarme très efficace, mais ça malheureusement on n'en parlera pas. Chacun voit midi à sa porte en ce qui concerne l'alarme. Hein. Voilà, pour être tranquille, pour être plus serein quand on s'en va, quoi, on va dire. Voilà, et ben sur ce, on vous souhaite une bonne navigation, de bonne navigation à tous pour ceux qui naviguent. Bonne continuation dans les projets pour ceux qui ont des projets d'achat de bateaux ou autres. Et puis encore merci à tous de nous suivre. J'espère qu'on n'a pas été trop long sur cette vidéo parce que c'est beaucoup de blablabla. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.